Le magazine d'architecture AA, l'architecture d'aujourd'hui, consacre un hors-série à l'agence Corinne Vezzoni et Associés, célèbre agence marseillaise. Corinne Vezzoni est donc notre invitée aujourd'hui pour le grand entretien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va peut-être commencer par dire un mot sur cette revue qui est, bien sûr pour les architectes très connue, puisque je crois que c'est la plus ancienne, mais que peut-être tous les auditeurs ne connaissent pas. Comment présenter AA ? AA est une revue française au départ d'architecture qui a retracé un peu toute l'histoire de l'architecture. Donc, elle s'appelle Architecture d'aujourd'hui à l'origine. Et puis, dans le temps récemment, elle s'est appelée AA. Et elle a raconté finalement toute la période de l'après-guerre, de la reconstruction, des grands mouvements dans l'architecture, des grandes thématiques, les querelles entre anciens et modernes. Elle a traité de tous ces sujets-là et elle a vu l'émergence. Évidemment, par exemple, à Marseille, Le Corbusier avait eu une revue spéciale sur le travail de la cité radieuse à l'époque. Génial. Et donc, voilà, c'est une revue ancienne qui a réussi à résister au temps et qui est traduite maintenant en anglais et français. Oui, qui est en français et en anglais, c'est ça qui est bien. Parce qu'elle est diffusée en fait dans le monde entier. Dans le monde entier. Et c'est vrai que elle est ouverte, on dit architecture, mais elle est ouverte sur l'urbanisme, le design, les arts, le paysage. C'est au sens le plus large, bien sûr, qu'il a fallu que cette revue s'adapte, puisque depuis sa création en 1930, les choses ont évolué. Donc elle a évolué avec le monde de l'architecture, évidemment. Corinne Vezzoni, que représente cette visibilité pour votre agence ? Je présume que pour tout architecte, voir un numéro, un hors-série consacré à son travail, à sa conception du travail, c'est une consécration, certes, mais c'est plus que ça. Oui, c'est plus que ça dans le sens où ils proposent à des architectes connus, alors en France ou à l'étranger, oui. Parce que en gros, il y a une fois un étranger, une fois un Français. Ce sont des monographies qui sont éditées chaque année. Je crois qu'il y en a selon les années 2 à 4. Et donc, ils nous ont choisis. C'était déjà formidable pour nous. C'est aussi une façon de rendre hommage à des territoires. Il y a eu une période où ces revues portaient essentiellement l'univers parisien. Je m'en doute, évidemment. On l'a tous connu dans tous les domaines, je pense. Et puis, il y a cette ouverture. Et ça, c'est aussi pour nous une vraie chance parce qu'on peut parler de questions qui sont les nôtres, qui sont comment construire en Méditerranée. Ce qui est d'ailleurs sous-titré la leçon méditerranéenne. Mais d'un autre côté, Corinne Vezzoni, quand on ouvre dès la première page, on présente votre agence comme agence du Sud. Bien sûr, elle est très influencée pour le territoire et c'est ce que vous êtes. Ce territoire où vous vous êtes installé, un territoire de Méditerranée que vous connaissez bien. Est-ce que ça vous va quand on dit agence du Sud ? Parce que ça n'a pas quelque part un regard un peu restrictif ? Oui, tout à fait. En réalité, finalement, c'est un choix que nous avons fait, que j'ai fait, parce que depuis le début, on nous attribue cette casquette d'architecte marseillaise. Et on est où qu'on aille dans le monde ou en France, ça restera ça, et je pense que je le traînerai avec moi toute ma vie. Donc, quitte à l'avoir, cette casquette, je me suis dit, autant l'affirmer. Et finalement, c'est vrai qu'on ne dit jamais c'est un architecte parisien. Mais par contre, on dit c'est un architecte toulousain ou un architecte c'est vrai. Et ça, je me suis dit qu'après tout, il fallait affirmer cette appartenance parce qu'à partir de ce que la Méditerranée m'a appris, à partir de la complexité géographique, historique de la Méditerranée, finalement, ça a construit mon identité et ma façon d'être. Et où que je sois dans le monde, de toute façon, cette manière de s'adapter à un site, c'est ce prisme-là qui reste. Voilà. Absolument. Mais de toute façon, Corinne Vezzoni, c'est le cas pour tous les architectes. Ils ont tous une conception de leur travail et même s'ils savent s'en éloigner, s'en approcher selon le projet, ils ont toujours cette vision. Votre agence est définie, votre travail est toujours cette idée de protection, de resserrement, de concentration. Et une fois passé agence du Sud, ce qu'ils disent, c'est tellement vrai. C'est ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des architectes. Alors, cette tendance, je pense, disparaît peu à peu. Avec l'avènement de l'écologie, c'est cette quête d'économie, d'énergie, de CO2, etc. Les choses changent.
Mais jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'architectes qui travaillaient de manière assez identique, quelle que soit la ville dans laquelle ils se trouvaient. On a des grandes signatures même qu'on repère d'une ville à l'autre dans le monde et qui sont toujours finalement une forme de vocabulaire, d'écriture similaire où qu'il soit. Alors que je pense que nous, en Méditerranée, c'est cette particularité-là qu'il faut mettre en avant, c'est que la Méditerranée a une telle puissance géographique et historique, les éléments sont tellement présents et puissants et forts qu'il faut savoir s'adapter. Et c'est cette manière d'adaptation qui a forgé ma façon d'être. Vous étiez précurseur quelque part. Et finalement, c'est la Méditerranée qui nous a poussés à ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde vous rejoint là-dessus. Maintenant, tout le monde revient à cette question comment on construit ici et différemment d'ailleurs. Et puis votre fil rouge, et je trouve que cette revue le rappelle bien, c'est le sol avant tout. C'est cette stratégie que vous avez de l'économie du sol. Et ce sont les lieux, en fin de compte, qui rendent hommage à votre travail. Et c'est ça qui est important. Et je trouve que franchement, le travail qui a été fait par AHA est tout à fait conforme à cela quand il parle de ce que vous faites avec l'agence. Oui, c'est vrai que ces thèmes-là, maintenant, deviennent d'actualité. Ils ne l'étaient pas forcément quand on a commencé. Mais cette question-là, elle est cruciale en Méditerranée, sur tout le bassin méditerranéen. C'est pas qu'à Marseille. C'est comment faire avec des sols qui s'érodent, parce que lorsqu'il y a des pluies, très souvent en Méditerranée, elles sont très puissantes, donc elles ravinent les sols, elles les lessivent. On perd des substances importantes, on perd l'eau également. Comment on fait avec tous ces éléments qui sont le vent, qui est extrêmement dominant et puissant, la pente, qui est souvent présente en Méditerranée. Les villes sont souvent inscrites dans la pente. Elles apparaissent par système collinaire. Comment on construit dans la pente ? Comment ne pas modifier les sols et faire avec. Et ça, capter l'eau, savoir ne pas venir s'étendre pour ne pas minéraliser davantage et créer encore plus d'érosion, de ravinement, eh bien, ce sont des quêtes qu'on a et je pense que beaucoup d'architectes en Méditerranée rejoignent ces idées-là. Alors, pour moi, je pense qu'il faut penser au sens plus large encore. Outre l'architecture, c'est l'urbanisme des villes. Comment éviter de retrouver ce qu'on a retrouvé à l'après-guerre avec ces étendues de zones commerciales qui minéralisent des hectares entiers de terres agricoles. Comment retrouver cette terre-là et ne pas aller encore consommer plus loin. Ça vous vient d'où ? C'est parce que vous avez été observatrice avant de concevoir, ou ça vient aussi peut-être d'un pays où vous avez grandi, du Maroc, où vous avez déjà compris cela ? Oui, alors c'est vrai qu'au Maroc, la question de recyclage, d'économie, elle est présente et elle est encore présente. Alors moins dans les grandes villes maintenant, parce qu'effectivement ils ont subi les mêmes problèmes que nous, et malheureusement ils ont pris des aspects de nos façons de voir la ville qui n'étaient pas les meilleurs. Mais quand on voit le travail dans les villages, dans quelles que soient les régions de l'Atlas ou même du bord de mer, eh bien, ça n'était que ça. C'était comment développer des terres les plus exploitables, les terres agricoles, les conserver, parce que c'était vraiment la richesse du lieu, elle était là. La base économique, et comment faire que, eh bien, les toits servent à autre chose que simplement une toiture pour protéger de la pluie. Et donc, tous les toits étaient utilisés pour étendre le linge, pour se retrouver, pour créer les réunions de famille. Donc, ça a été une inspiration pour vous. Et ça, je pense que ça a pu jouer. Forcément, même inconsciemment. C'est quelque chose qui vous a beaucoup influencé. Alors, la revue, une fois qu'elle a posé quelques principes, quelques fils rouges de votre travail, va bien sûr expliquer vos réalisations. Et c'est très bien fait. On en a des images, on en a des plans, bien sûr. Alors, on ne va pas tout citer, mais les archives départementales, le centre de conservation du Mucem, le campus Cité Timone, le lycée Simone Veil, The Camp, la grotte Cosquer. Quand même, ça, c'est encore un autre aspect de votre travail. On va s'y arrêter. Et puis, tout ce que vous avez fait Chalucé à Toulon, le campus Sud des métiers à Nice. Alors, avant de parler de votre travail, moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur un texte, un très beau texte, puisque vous avez travaillé au Havre, et Édouard Philippe rend hommage à votre travail. Il explique comment, en fait, on fait une belle équipe, maire et architecte. Oui. Il est formidable, c'est que vous l'aviez lu avant, enfin quand vous l'avez découvert, quel a été votre ressenti, Corinne Vezzoni ? Non, je l'ai pas lu avant. En fait, travaillant au Havre et puis l'ayant rencontré aussi, il est venu 2 fois visiter le projet que j'ai réalisé à Toulon, Chalucé, oui. Chalucé,
Et vraiment, ça a été... alors, c'est un personnage qui s'intéresse à l'architecture parce qu'il vit dans une ville d'architecture construite par Auguste Perret. Et donc, effectivement, ces sujets-là l'intéressent. Et il a vraiment été intéressé par mon travail sur Toulon. Et puis, j'ai gagné ce projet qui s'appelle Réinventer le Havre sur un quartier important de la ville. Alors, je lui ai proposé, parce que je l'ai rencontré à des jurys de concours, etc. Il m'a invité à des jurys de concours. Je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez d'écrire quelque chose ? Mais il avait vraiment carte blanche. L'idée, c'était texte, une carte franchement. Oui, c'était un joli texte. Ah, oui. Et il raconte une chose qui est tout à fait intéressante, qui est qu'une ville se construit avec ses architectes et ses urbanistes, mais aussi avec ses élus et ses politiques. Et c'est le choix aussi d'un politique de dire, il y a des maires bâtisseurs, il y a des maires qui donnent des directions aux villes et qui laissent une empreinte dans les villes, une empreinte bâtie, et qui font des choix très importants. Et ça s'est souvent traduit par des duos entre un maire et un architecte, une osmose à un moment donné, une rencontre, et on l'a eu dans toute l'histoire des villes depuis la Renaissance, où il y avait ce lien avec le pouvoir et l'artiste. Mais justement, vous ne trouvez pas que, vous qui vivez à Marseille, que c'est peut-être ce qui a manqué à cette ville, du point de vue architectural ? Il y a eu quelques petits moments dans l'histoire de la ville où il y a eu un petit lien, mais ils ont été très courts. Effectivement, il y a eu un moment René Hégère qui a travaillé avec Gaston Defferre et qui a construit des bâtiments assez forts dans la ville, plutôt les bâtiments hospitaliers ou universitaires. Il y a eu Pouillon aussi. Il y a eu Pouillon, mais il n'y avait pas le lien particulier avec... D'ailleurs, le lien s'est fait par René Hégère, puisque Hégère et Pouillon étaient associés. Mais il y a eu des villes qui ont vraiment... On sent pas une forte volonté politique de donner une on peut pas une dire belle qu'à image Marseille, de Marseille. Enfin, moi je dirais que Marseille, une architecture à Marseille, voilà. C'est exact. Marseille ne s'est jamais la ville, dans l'histoire de la ville, il n'y a jamais eu un vrai intérêt pour l'architecture, pour l'art, pour le design. Je pense que peut-être le site est tellement spectaculaire qu'il écrase le reste. Oui, et que personne ne s'intéresse au reste parce que le site est là, quoi qu'il arrive. C'est possible. Et je ne sais pas. Mais, et puis après, ça dépend aussi effectivement de l'élu, du maire, de celui qui va dire, moi, j'ai envie. On voit Toulon qui est en train de changer, de se transformer radicalement. Avec Hubert Falco, oui. Il y a des maires qui ont envie et d'autres pour qui c'est moins. Après, c'est vrai qu'on a quand même la particularité, je crois qu'il y a que 2 villes dans le monde où il y a un port qui rentre dans la ville comme ça. Nous et Rio, quoi, à peu près. Bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que ça commande aussi. Et peut-être que ça, pour un architecte, c'est pas assez. Il n'y a pas assez de liberté. Oui, mais quand justement je parle de Toulon, que moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai tout de suite pensé à notre ville. Oui. Et c'est vrai que ça nous saute aux yeux. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la grotte Cosquer, parce que c'est quand même un projet sur lequel vous avez travaillé, qui est peut-être le plus éloigné de ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Ça, c'est sûr. C'est assez atypique et j'ai beaucoup hésité en fait, à répondre à cette compétition. Je l'ai faite avec... et pour une entreprise qui s'appelle Kléber-Roussillon, qui est le maître d'ouvrage et qui a financé le projet de la grotte. Comme à la grotte Chauvet, d'ailleurs. Qui a réalisé la grotte Chauvet. Donc, il y avait une vraie expérience qui a amené une équipe avec des vrais artistes, plasticiens, spécialistes de l'art pariétal. Donc, il y avait une équipe formidable et avec un vrai savoir-faire. Et là, le sujet était assez étonnant, mais finalement, c'est aussi un sujet de demain, c'est comment recycler un bâtiment. Oui, parce que s'il fallait transformer cette villa Méditerranée en grotte préhistorique. C'est ça. Donc c'était quand même un sacré challenge. Oui, un bâtiment extrêmement contemporain qui va rejoindre une grotte qui est préhistorique. Et cette dualité est particulière. Je trouvais intéressant une chose, c'est que installer un équipement culturel complémentaire du MUSEM, de Regard de Provence, d'installations déjà présentes et de conforter ce site en site culturel, je trouve cela intéressant parce que c'est actuellement le jeu de toutes les grandes métropoles. Bien sûr. Et la fréquentation du lieu le prouve. Hein. Exactement. En quelques mois, ça a su s'imposer. C'est une vraie reconnaissance pour le lieu. Alors qu'il y a eu il y a une 50aine d'années précédemment, c'était pas du tout comme ça. Qu'est-ce que ça a apporté à votre travail ? Qu'est-ce que c'est venu compléter ? Qu'est-ce que vous en avez retiré en fait ? Parce que chaque expérience, pour vous, c'est aussi une façon de voir les choses différemment. Oui. Alors,
Bon, bien sûr, c'est comment s'adapter à un bâtiment qui Ça, existe c'était déjà. très intéressant. Nous n'avions jamais eu cette expérience-là, avec une dimension définie, avec des poteaux partout dans ce bâtiment. Donc les contraintes, des comment contraintes on se fait, techniques comment s'y adapter, comment lover cette grotte et l'adapter aux chausse-pieds dans un bâtiment qui existe avec des poteaux partout. Dans une grotte, il n'y a pas de poteaux. La grotte est beaucoup plus grande, donc il a fallu trouver à sectionner les zones qui étaient moins intéressantes ou moins importantes dans le parcours et pour adapter cette grotte au bâtiment. Ensuite, il y avait aussi tout le travail sur le parcours lui-même qui était assez complexe parce qu'on descend sous le niveau de la mer. Donc, c'est des publics en grande quantité qui rentrent en sous-sol et qu'il va falloir évacuer en cas de problème, Bien en sûr. cas d'incendie, de problème. Et donc, comment trouver des systèmes d'évacuation rapides depuis le sous-sol rapidement et qui soient invisibles, puisque dans une grotte, il n'y a pas non plus d'escalier. Absolument. Donc, tous ces sujets-là étaient des sujets techniques plutôt. Et puis, il y avait ensuite le sujet plus symbolique, c'est comment travailler la lumière et donner des sensations. Des sensations on a vraiment l'impression d'être dans une grotte et d'être descendu sous le niveau de la mer. Et de gérer ce passage entre la ville, l'urbain, le bruit, l'activité. C'est vous qui avez eu l'idée de nous faire passer comme si on allait mettre une combinaison et faire la décoration. Ça, c'est génial. Franchement, c'est une mise en condition. Exactement. Et elle était nécessaire parce que vraiment, on partait du monde contemporain, du bruit, de l'activité, et il fallait passer au monde du silence, d'un autre temps. Et puis de cet ascenseur, on a besoin de descendre sous l'eau. Franchement, c'est une réussite. Ça a été vraiment le grand sujet. Corinne Vezzoni, quel projet regrettez-vous de ne pas avoir fait ? Comme ça, à brûle pour Alors, il y en a quelques-uns. Il y a la Cité internationale à Marseille après les docks. Ensuite, il y a un tout premier projet qui est totalement étrange, mais qui était un projet qui était pour les rapatriés d'Indochine. C'était un ossuaire qui accueillait à Fréjus tous les rapatriés d'Indochine dans le cadre d'un échange entre la France et l'Indochine. Et ça, c'était un projet totalement symbolique. C'est comment, qu'est-ce qu'on raconte à travers l'idée de l'au-delà, de la mort, de ce passage-là. De tout ce que vous auriez pu faire. Mais vraiment, c'est un projet dans lequel je me suis investie énormément parce que ça n'est que de l'architecture, de l'espace et de la lumière et comment on fait avec ce matériau-là pour restituer des sensations. C'est vrai qu'il y a des projets. Ce qui est peut-être le plus difficile dans votre métier, c'est de répondre à des demandes sur des projets et de voir la plupart n'aboutissent pas, évidemment, puisque après il y a des choix qui sont faits. Et quelque part, il faut faire son deuil de ces projets-là. C'est sûr. Alors, on commence à s'habituer avec le temps. Bien sûr. Au début, c'est beaucoup plus dur. D'ailleurs, je parle de ce projet-là qui était un des premiers. Ça vous a marqué. Ça m'a marqué. Il y en a eu d'autres qui ont compté, et puis on s'habitue finalement à... Sinon, on le fait pas, on continue plus. On s'habitue à la frustration, de toute façon, on n'a pas le choix pour avancer, c'est obligé. Je voudrais terminer par une question un petit peu plus différente. Comment voyez-vous l'avenir des architectes ? C'est-à-dire, on voit, vous avez déjà en avant cette rareté des sols, donc il va falloir, que vous imaginiez votre travail pour les années à venir, mais aussi quels sont les défis qui vont devoir être relevés pour les architectes de demain ? Les défis, c'est d'arriver à trouver leur place dans ce monde qui change, parce qu'il y a différentes questions. Évidemment, la question environnementale qui est la première, mais le défi, c'est de conserver, à mon sens, la question de la beauté, qu'on a un peu perdue. L'esthétique. Plus que l'esthétique. Vraiment la beauté. La question de la beauté. François Sching a écrit un beau texte, bel ouvrage sur ce sujet-là. Qu'est-ce que la beauté ? Et ça, je pense qu'on n'en parle plus dans nos sociétés. On a tendance à l'évacuer au bénéfice d'autres choses, de la technique, de l'écologie. Mais l'ensemble... De la pratique et de l'innovation. Oui. Mais sans la beauté, finalement, la quête de l'homme, quelles que soient les civilisations, on se rend compte que qu'est-ce qu'il reste ? Il reste aussi ça. C'est ce côté, cette face énigmatique qui font que cette quête de beauté, elle perdure à travers tous les siècles. Et c'est ce qui fait déplacer des montagnes, puisque on va... je me souviens de cette visite du musée de Berlin, du musée d'archéologie, où j'avais été stupéfaite
de l'admiration de toutes les civilisations qui passaient là. Il y avait des Japonais, des Chinois, des Indiens, des Africains, devant le buste de Néfertiti. Et ce buste... Une beauté universelle. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la beauté défie le temps? C'est l'instant de grâce. C'est cette Dostoïevski grâce. disait « La beauté sauvera le monde ». Et c'est ce moment-là. Et c'est aussi, ça rappelle, enfin, comme ça, on va boucler ce qu'on vient de dire, ce qui rappelle aussi que l'architecture, c'est un art et que l'art doit répondre à la beauté. Absolument. Et c'est le défi qu'il faudra relever, qu'on a parfois perdu de vue. C'est pas faux ce que vous dites, Corinne. Je retiendrai cela. En tout cas, merci beaucoup. Merci je rappelle à nos... Alors, comment on se procure l'architecture? Alors, je crois qu'elle est Architecture aujourd'hui. diffusée dans certaines librairies. Oui. Autrement, je il crois suffit, qu'il on y a peut la la commander, librairie je pense, hein, sur le site de AA. Et puis il y a la librairie Maupetit et celle du Corbusier, je crois. Absolument, parce que vraiment, je connais votre travail, mais je l'ai découvert encore différemment. Et puis, c'est beau de voir dans cette revue ce que vous êtes arrivé à construire. Bravo, Corinne Vezzoni. Merci beaucoup. Et bravo à vos associés aussi et à toute votre équipe. Merci.